Nous allons étudier les machines thermiques d'ITERM. C'est un chapitre qui va résumer pas mal de choses que l'on a vues à propos du premier principe et du second principe. Je vous rappelle un point qui est que nous avions démontré dans le chapitre sur le second principe, qui était l'impossibilité du cycle monotherme moteur. C'est-à-dire qu'il est impossible de construire, à l'aide d'une seule source de chaleur, un moteur qui va produire un travail et le fournir à l'extérieur. On va donc étudier ici trois systèmes. Un premier système qui sera un moteur d'ITERM, c'est-à-dire un moteur fonctionnant entre une source chaude et une source froide. Ensuite, deux systèmes qui sont assez semblables, qui sont des cycles récepteurs, que sont d'un côté le réfrigérateur, souvent appelé aussi le frigo, ça vient de la marque ancienne française Frigidaire, et puis la pompe à chaleur, souvent appelée la PAC, PAC, donc pompe à chaleur. Commençons. Nous allons faire des bilans énergétiques et des bilans anthropiques à un cycle de fonctionnement d'ITERM. On va dire qu'un cycle d'ITERM est un cycle qui va fonctionner par contact successif entre deux sources, l'une chaude et l'autre froide. Alors le mot chaud et froid est tout à fait relatif, c'est simplement que chaud est plus grand que froid. Et donc on va simplement dire qu'il y aura une source chaude et une source froide de température respective TFR et TCH, où TFR est inférieur à TCH. Alors ce cycle, on l'a représenté ici, c'est un cycle où on part d'un état d'équilibre A pour aller vers un B, puis C et D. Et bien sûr, l'état A vers l'état B, c'est une transformation monotherme qui se fait à la température chaude. En fait, c'est une transformation qui est en contact avec la source chaude. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un transfert thermique, positif ou négatif, qu'on va noter QCH, qui va bien sûr, comme d'habitude, du point de vue de la convention de signes, être orienté depuis le fluide ou depuis le système qui fonctionne de manière cyclique. Alors ici, ça va être essentiellement des fluides qui vont faire des petits tours, qui vont faire des cycles de fonctionnement. Donc c'est par exemple soit l'air qui est à l'intérieur d'un piston, soit c'est le fluide qui tourne dans votre frigo, dans les conduites de votre frigo et qui va être le fluide frigorigène. Ensuite, pour passer de la source chaude à la source froide, on va faire une transformation adiabatique. C'est-à-dire qu'on rompt le contact entre la source chaude et on amène progressivement le système vers la source froide. Alors c'est un modèle. Ensuite, transformation en contact avec la source froide, qui est la transformation monotherme ici. Alors rappelez-vous que monotherme, ça veut dire que la transformation se fait telle que la température extérieure est une constante. Et une bonne façon de construire une température extérieure constante, c'est d'avoir ce qu'on appelle une source de chaleur, c'est-à-dire un système de suffisamment grande capacité thermique pour que sa température puisse être considérée constante au cours de la transformation. Ensuite, une transformation adiabatique qui permet de passer de la source froide à la source chaude. Et on recommence le cycle. Nous allons donc dans ce chapitre devoir faire soit des études de chacune des transformations, il y en a 4, soit faire l'étude du cycle complet. Travaux. Je propose de dire que le travail total sur un cycle, alors je précise mes termes, le travail total reçu algébriquement par le fluide au cours d'un cycle, eh bien c'est la somme des 4 travaux. Si ce travail total est positif, ça veut donc dire que le cycle est globalement récepteur, ça veut dire que sur un cycle complet, le fluide reçoit plus de travail qu'il n'en fournit. Puisque chacun des termes peuvent être l'un positif, l'autre négatif, mais à la fin ce qui compte, c'est le cycle global. De la même manière, si le cycle total se fait avec un travail total qui est négatif, c'est-à-dire que le cycle, globalement, fournit plus de travail qu'il n'en reçoit, et donc il est moteur. Transfert thermique, dans cette étude-là, il n'y a que 2 transformations qui sont non adiabatiques, qui peuvent produire des transferts thermiques, qui sont AB et CD, et qui correspondent au transfert thermique respectivement avec la source chaude et avec la source froide.
bilan énergétique et anthropique sur un cycle complet. Je vous propose d'appliquer sur un cycle complet le premier principe. Alors, ici, je suppose en fait que le cycle fonctionne comme un cycle fermé. C'est-à-dire que le fluide qui est au début se retrouve à la fin sans qu'il y ait eu d'échange avec l'extérieur. Alors, ça peut poser problème vis-à-vis des moteurs, puisque vous avez ce qu'on appelle les soupapes, alors sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Mais pour ce qui est finalement une pompe à chaleur ou un frigo, eh bien, le fluide qui est à l'intérieur d'un frigo fait des tours et ne sort jamais du réfrigérateur. Alors d'ailleurs, heureusement qu'il ne sort jamais, puisque dans les anciens réfrigérateurs, rappelez-vous, les fluides étaient des fluides présentant du chlore qui attaquaient la couche d'ozone. Hein. J'arrête les blagues. Donc c'est un cycle ici, et comme U est une fonction d'état, eh bien delta U sur le cycle, ça vaut U au début moins U, pardon, U à la fin moins U au début, ça vaut 0, puisque U est une fonction d'état, et donc forcément, quelles que soient les transformations, si on considère la variation entre deux mêmes états, enfin entre un même état, eh bien ça fait forcément 0. Donc ça fait UA moins UA égale à 0, et puis je peux décomposer en 4 parties. Alors avec une petite coquille, donc c'est UA moins UD plus UD moins UC. Alors c'est une petite coquille, j'aurais dû dire, alors attendez, je vérifie rapidement, UA moins UD plus UD moins UC, non c'est bon, plus UC moins UB et plus UB moins UA. Et pour chacune de ces transformations, je pourrais appliquer un premier principe, et je tombe sur, bien sûr, la somme des travaux plus la somme des transferts thermiques. Et la somme des travaux, je l'ai écrit W cycle, et il n'y avait que 2 transferts thermiques, donc Q chaud plus Q froid. Je peux faire la même chose avec le second principe, en disant que sur un cycle, eh bien, la variation d'entropie vaut 0, et elle vaut l'entropie échangée sur un cycle plus l'entropie créée. Alors l'entropie créée sur un cycle, je ne peux pas la calculer, elle est positive ou nulle, suivant respectivement que la transformation est irréversible ou réversible. Et puis par contre, pour l'entropie échangée, elle se produit uniquement quand on a des transferts thermiques, et ça vaut la somme des QI sur TI, c'est-à-dire la somme des transferts thermiques associés aux températures extérieures des sources. Donc pas de problème. Inégalité de Clausius, sachant que delta S sur un cycle vaut 0 et que l'entropie de création est nécessairement un nombre positif ou nul, et bien forcément, la somme des QI sur TI ici est négative. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius. Alors vous allez voir qu'il y a une application qui est intéressante dans la suite. Alors je vous propose quelque chose qui permet de comprendre pourquoi il est apparu très vite qu'on puisse construire des moteurs thermiques d'ITERM ou bien des pompes à chaleur. C'est le diagramme de Ravo. Alors le diagramme de Ravo, il est surtout anecdotique, hein, il est surtout fait pour vous faire comprendre, hein, c'est assez scolaire, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise dans la pratique. Je veux dire par là que, imaginons que je décrive l'espace à 2 dimensions qui est ici, en mettant en abscisse le transfert avec la source froide, et en ordonnée le transfert avec la source chaude. Et donc, je peux avoir des transferts qui sont, dans les deux cas, positifs ou négatifs. Mais maintenant, je réfléchis un peu. Je peux dire d'abord que mon cycle il peut être moteur ou récepteur, c'est-à-dire que, comme nous avons démontré que W cycle plus QCH plus QFR égale à 0, eh bien forcément, le signe de W cycle, c'est le signe de moins QFR plus QCH. Et donc ce que je vais faire, pour distinguer le cas moteur du cas récepteur, eh bien je vais tracer la droite telle que QFR plus QCH égale 0. Donc c'est bien sûr la droite qui est ici, c'est la deuxième oblique. La deuxième diagonale, la deuxième oblique. Alors c'est celle qui est ici, alors je vais essayer de l'améliorer un peu, c'est celle qui est ici en bleu. Et puis maintenant je poursuis. Si je suis par exemple à la droite, donc c'est ce que je dis ici, si je suis à la droite, ça veut donc dire que QCH plus QFR est un nombre positif. Alors c'est facile à vérifier, hein, si vous êtes au-dessus, c'est que Y est supérieur à l'équation de la droite, donc vous êtes au-dessus hein, ici. Et donc ça fait QFR plus QCH positif, donc W négatif, donc c'est les cycles moteurs. Donc les cycles moteurs sont dans toute cette partie qui est en bleu. Et à l'inverse, les cycles récepteurs sont dans toute cette partie qui est en rouge.
Donc le demi-espace à chaque fois. Deuxième étape, je dois tenir compte de ce que, par le second principe, eh bien, je dois vérifier l'inégalité de Clausius. Autrement dit, je dois avoir QCH plus Q, sur TCH, plus QFR sur TFR, qui vaut, alors pardonnez-moi, qui vaut, qui est négatif. Alors encore une fois, je vais tracer la droite, qui va séparer les différents cas. Donc je trace la droite telle que QCH sur TCH plus QFR sur TFR, eh bien, vaut 0. Alors je tiens compte du fait que TFR est inférieur à TCH, et ça fait une droite qui est assez abrupte. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé un peu en disant QCH égale moins TCH sur TFR fois QFR. Ça me fait une droite qui est assez pentue, qui est la droite en noir ici. Alors je vais agrandir. Et donc, je sais que je dois avoir ce nombre-là qui est négatif. Donc ça exclut tout ce qui est au-dessus. Donc tout ce qui est au-dessus, je l'ai hachuré, vous voyez ici, c'est les hachures qui sont verticales. Et donc, je n'ai que l'ensemble ici des 4 zones, 1, 2, 3 et 4 qui sont possibles. Alors on va raisonner sur chacune de ces zones pour voir ce qu'elles signifient. Alors il y en a surtout 2 qui sont intéressantes. Si je prends la zone 1, je regarde, je suis dans une zone telle que le transfert thermique avec la source froide est négatif, le transfert thermique avec la source chaude est positif, d'accord? Je suis au-dessus de la droite qui est ici en bleu, et donc je suis dans le cas moteur. Et donc c'est ce que je dis. La zone 1 correspond au cas d'un moteur, puisque je suis au-dessus de la droite qui était en bleu. On comprend qu'il faut avoir QCH positif et QFR positif, traduction, et là c'est très intéressant. Pour construire un moteur, il faut que le fluide, le gaz, à l'intérieur du cylindre, pompe, alors capte de la chaleur à la source chaude, et en redonne une partie à la source froide. C'est ce qui se passe dans la réalité. Vous récupérez de la chaleur par l'explosion des gaz qui sont le mélange de l'air et du carburant, donc du diesel ou de l'essence. Ça va pousser vos pistons, mais en plus vous allez libérer de la chaleur à l'extérieur, c'est-à-dire que votre voiture chauffe l'atmosphère. C'est logique. Il y a une deuxième zone qui est intéressante, qui est la zone 4. Alors la zone 4, si on regarde un peu, on est en dessous de la ligne en bleu, donc on est dans les cycles récepteurs. Ensuite, on est dans le cas où QFR est positif, et dans le cas où QCH est négatif. Traduction, la zone 4 correspond à un cycle récepteur. On comprend qu'il faut donc pomper de la chaleur sur la source froide et en donner à la source chaude. C'est effectivement ce qui se passe dans un réfrigérateur ou dans une pompe à chaleur, dans lesquels le fluide qu'on appelle le fluide caloporteur, frigorigène, il y a plein de termes, va capter de la chaleur sur la source froide. Alors typiquement, comment fonctionne un frigo? Eh bien, je vais pomper de la chaleur sur l'intérieur du frigo, donc la source froide, et la donner à l'extérieur. Donc autrement dit, votre frigo, d'une certaine manière, est un radiateur. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier, alors en faisant bien sûr attention, que l'intérieur du frigo est effectivement froid. Par contre, ce qui est derrière le frigo est chaud. Et vous voyez que derrière le frigo, c'est un ensemble de conduites qui ressemble à cela. Alors je vais essayer de retrouver la photo, où est-ce que je l'ai mise. Vous verrez que derrière le frigo, vous avez généralement une conduite qui ressemble à ça. Et si vous mettez votre main en faisant attention, bien sûr, eh bien vous allez voir que c'est assez chaud. En fait, le frigo a capté de la chaleur sur la source froide et la libéré à l'extérieur. Alors, je vous rappelle un point, c'est que faire en sorte que la chaleur aille du froid vers le chaud, ça remet en cause l'un des énoncés, enfin ça remet partiellement en cause l'un des énoncés du second principe, en disant que aucun transfert thermique n'a lieu spontanément du froid vers le chaud. Mais je vous rappelle qu'un frigo, c'est pas spontané, il y a un compresseur qui qui est là pour justement faire le travail. La pièce essentielle dans les frigos, c'est le compresseur, c'est elle qui est alimentée. Je poursuis. Ouais. Alors maintenant qu'on a cela, quand vous achetez en fait ce genre d'appareil dans le commerce, eh bien, il va falloir le vendre. Et pour le vendre, et notamment du point de vue finalement de l'écologie, vous avez intérêt à ce que le rendement ou l'efficacité
eh bien, soit la plus grande possible. Alors dans le cas d'un moteur d'iterme, on va introduire la notion de rendement en disant que ce rendement va être compris entre 0 et 100%, entre 0 et 1, et qu'elle est définie sous la forme de la lettre eta, donc par le rapport, alors entre guillemets, entre le bénéfice et le coût. Alors je vais juste allumer la lumière, tac tac tac, ouais. Entre le bénéfice et le coût. Alors dans un moteur, on peut le représenter de cette manière-là. Regardons d'abord la figure de gauche. Le moteur est ici, c'est une machine pour laquelle finalement il y a trois interactions, il y a trois systèmes extérieurs. Il y a la source chaude, alors dans un moteur c'est finalement la flamme, l'explosion introduite par les carburants qui brûlent. La source froide c'est généralement l'atmosphère extérieure, et puis le moteur est généralement monté sur un système d'arbres reliés aux roues. Alors c'est pas directement, parce qu'il y a tout le problème en fait de la distribution et de la boîte de vitesse. Mais disons que c'est lié en fait à vos roues d'une manière assez indirecte. Et donc on va dire qu'il y a trois transferts d'énergie. Alors regardez ici que les trois flèches, j'ai respecté la convention habituelle de la thermodynamique, les trois flèches sont représentées du point de vue de la machine. Et on dira donc que QCH est positif puisqu'en fait on capte de la chaleur du point de vue, de la part de la source chaude. QFR est négatif, la machine fournit à la source froide, et W cycle est négatif, c'est la machine, le moteur, qui fournit à l'arbre. Et donc ce que je vous propose, c'est maintenant en rouge, à droite, en mettant des valeurs absolues, maintenant de représenter les choses réellement. Donc effectivement, on voit bien que la source chaude alimente à la fois le travail mécanique et la source froide. On comprend donc que le rendement est nécessairement quelque chose qui est inférieur à 100%, puisque le transfert thermique, le travail que vous récupérez sur un cycle est une fraction de la source d'énergie qui est le transfert thermique avec la source chaude. Et donc ici, W cycle sur QCH. Alors ici, en tenant compte des signes, ça me fait encore moins W cycle sur QCH. Et on va dire qu'une machine de Carnot, eh bien, c'est une machine qui fonctionne entre deux sources et telle qu'elle soit réversible. Donc une machine de Carnot, c'est une machine réversible. On peut démontrer, là on va retenir ce résultat-là d'ailleurs, que le rendement d'une machine de Carnot, c'est le rendement maximal, et qu'il vaut 1 moins TFR sur TCH. Alors, je vous propose ici une démonstration, c'est une démonstration qu'on avait déjà faite. Je vous propose simplement de dire qu'on va reprendre toutes les lois, en disant que premier principe, W plus QFR plus QCH est égal à 0, plus cette loi-là qui dit que, inégalité de Clausius, si on mixe le tout, où est-ce que je l'ai mis là, début de la démonstration, si vous mixez le tout, vous arrivez effectivement à le démontrer. Alors si vous avez du mal à gérer les inégalités, moi je vous conseille en fait simplement de gérer les égalités. C'est-à-dire vous dites, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la réversibilité? Et vous savez qu'à ce moment-là, le rendement, c'est le rendement maximal. D'accord? Donc si vous avez du mal à gérer les inégalités, faites le cas de l'égalité, et après vous ajustez, on va dire, en disant que le rendement, c'est le rendement maximal dans ce cas-là. Alors ça c'est le premier cycle, c'est un cycle moteur. Je propose une application numérique, donc on retiendra vraiment cette formule-là. Et on dit que dans ce cas-là, si je prends une température de la source froide de 300 Kelvin, donc 27 degrés Celsius, et une température pour l'explosion du diesel qui est à peu près de 870 Kelvin, je trouve 65%. Alors bien sûr, dans la réalité, c'est pas du tout ce qu'on obtient, puisque si on tient compte des irréversibilités, des frottements et des pertes, eh bien on obtient plutôt 40% à 30%. Alors bien entendu aussi, j'ai une coquille, alors il faut que je prenne un stylo, delta t, donc page, donc delta t. Bien entendu, on pourrait raisonner, ici on a raisonné en termes énergétiques, on pourrait raisonner en termes mécaniques, en disant que la puissance motrice qu'on récupère, ce serait le travail sur un cycle divisé par delta t, où delta t est la durée d'un cycle. Alors avec une petite coquille que je corrigerai. Et donc on pourrait définir ici un rendement qui serait défini en termes de puissance, en disant que c'est la puissance thermique, la puissance mécanique sur un cycle, donc c'est la puissance du moteur,
divisé par la puissance thermique. Donc la puissance thermique que l'on reçoit de la combustion. Alors même si ça... je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là. Ok, c'est bon. Deuxième étape, cycle non moteur, donc cycle récepteur. Alors cycle récepteur, je vous propose de continuer, et on va continuer dans deux cas. Premier cas, le cas du frigo, donc le cas du réfrigérateur. Alors je vous explique un peu comment ça fonctionne. Dans un réfrigérateur, la source froide, c'est l'intérieur du frigo. La source chaude, c'est l'extérieur, hein, c'est l'atmosphère. Alors on va se placer en régime permanent de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va considérer que votre frigo a été allumé depuis très longtemps, que le régime transitoire est terminé et que la température est uniforme et constante à l'intérieur de votre frigo. Si vous êtes dans un cas transitoire, ça complique un peu les choses puisque le compresseur va devoir travailler beaucoup plus. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un fluide qu'on appelle généralement un fluide caloporteur, un fluide qui porte la chaleur, hein, qui est un fluide généralement présentant du chlore. Alors il y a différents types de fluides, hein. Maintenant c'est des fluides qui n'attaquent pas la couche d'ozone, du chlore ou du fluor, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Il me semble que c'est du chlore, hein. Ouais. Alors donc en fait vous avez un fluide qui va faire des petits tours. Alors on reviendra sur ça parce que c'est un exercice que je ferai en TD, et globalement ce qui se passe c'est que ce fluide va être en contact ici avec la source froide. Quand il va être en contact avec la source froide, il va se vaporiser puisque il va capter de la chaleur et se vaporiser. Donc en captant de la chaleur, bah, il chauffe, hein, il se vaporise. Donc il se vaporise dans ici l'évaporateur. Ensuite, il est comprimé par le compresseur et ensuite condensé, c'est-à-dire transformé sous la forme d'un liquide. Et bien, une fois qu'il s'est transformé sous la forme d'un liquide, en fait, je me suis mis à exprimer, je recommence, il est compressé, il est comprimé, et en fait, en sortie du compresseur, vous allez le mettre en échange avec l'extérieur. Et lorsqu'il va être en échange avec l'extérieur, eh ben, en fait, il a été comprimé, et en étant comprimé, il va encore plus chauffer. Donc il a chauffé, il va échanger sa chaleur avec l'extérieur, et puis bah, une fois qu'il a suffisamment échangé la chaleur avec l'extérieur, il peut recommencer un cycle en passant par une étape de détente, qui est une étape où il va se revaporiser. Alors le compresseur est assez pratique, puisque c'est beaucoup plus efficace de faire un transfert thermique entre un liquide et un air extérieur qu'entre un gaz et un air extérieur. Et ça, c'est des subtilités. Ensuite, ici, si on regarde, donc je l'ai dit, vous pompez de la chaleur sur la source froide pour en donner à la source chaude, tout en étant alimenté. Alors, vous voyez ici que cette fois-ci, le bénéfice de l'opération, c'est le transfert thermique que l'on récupère de la source froide. Et le coût de l'opération, c'est l'alimentation électrique. Mais il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Autrement dit, lorsque je vais faire le rapport, au lieu de parler de rendement, on parle habituellement d'efficacité, et vous ferez juste attention que cette efficacité, elle peut être supérieure à rien, supérieure à 1, supérieure à l'unité, et que ça n'est pas grave. Ce n'est pas un rendement. Efficacité, on peut démontrer que dans le cas de Carnot, c'est-à-dire dans le cas réversible, eh bien l'efficacité vaut la température de la source froide divisée par l'écart de température entre les deux. La démonstration est donnée juste après. Application numérique, si je prends une chambre froide qui est à moins 5, qui est plutôt l'intérieur du frigo, qui n'est pas le freezer, hein, et une atmosphère extérieure à 30 degrés, l'arrière du frigo, on obtient une efficacité maximale qui vaut 7,7. Autrement dit, pour 1 kWh d'énergie fournie en électricité, vous avez pompé 7 kWh à la chambre froide. Troisième système, alors comme je l'ai dit, il n'est pas gênant que l'efficacité soit supérieure à 1, ça n'est pas un rendement. C'est simplement une valeur, enfin une grandeur que l'on a construite pour pouvoir comparer deux frigos entre eux. Pompe à chaleur, alors j'ai envie de vous dire qu'une pompe à chaleur, en réalité, c'est un frigo. C'est la même chose, simplement on ne va pas valoriser la même grandeur. Dans un frigo, le bénéfice, c'était l'énergie que j'arrivais à soutirer à la source froide. Dans
une pompe à chaleur, eh bien, le bénéfice, c'est l'énergie que l'on arrive à récupérer, enfin à donner à la source chaude. Donc par exemple, une type de pompe à chaleur, c'est ici une pompe à chaleur par géothermie. Donc vous avez un tuyau qui est enfoncé dans le sol et qui va permettre, par un système d'échange thermique, de pomper de la chaleur sur le sol. Donc le sol étant froid généralement, hein. Et puis vous avez là, ici le système de pompe, hein, le générateur électrique. Et puis ici vous avez de la même manière un système d'échange d'énergie, un radiateur finalement, mais avec un fluide, donc une conduite, qui va être, par exemple, ici dans le plancher. Donc là, c'est dans le cas où vous avez une installation où le chauffage se fait par le plancher au niveau du rez-de-chaussée. Par contre, on peut rajouter sans aucun problème des chauffages. Alors ici, ce ne sont pas des chauffages électriques, ce sont des chauffages avec une conduite, par exemple, à eau chaude. Donc ce sont des chauffages à eau. Et donc globalement ici, le générateur va alimenter le tout, va permettre à la fois l'accélération des fluides, enfin le fait que les fluides soient mis en rotation, mais aussi finalement ça permet à la fois de comprimer tous les fluides qui seront nécessaires d'être comprimés, parce que c'est un peu comme dans le frigo, il faut comprimer à un moment les fluides. Alors si on fait cela, le calcul est identique, simplement l'efficacité est un peu différente. L'efficacité d'une pompe à chaleur, c'est supérieur, hein. Au lieu d'avoir TFR sur TCH moins TFR, vous vérifierez, on obtient TCH sur TCH moins TFR. Alors moi je l'avais appris à votre époque en disant l'efficacité d'une pompe c'est supérieur à l'efficacité d'un frigo, et donc je mets le plus grand ici, hein, donc c'est TCH. Donc TCH. Et si je fais l'application numérique, alors je vous propose de dire qu'on prend un sol à 5 degrés et un local que l'on veut mettre à 20 degrés Celsius, qui est considéré souvent comme étant la température idéale à l'intérieur d'une pièce, on obtient une efficacité de 20, enfin 19,5. Alors c'est quand même assez impressionnant, hein. Ça veut donc dire que pour 1 kWh fourni en électricité, vous avez 20 fois plus en chaleur. Alors il faut juste rappeler que c'est quand même bien mieux qu'un chauffage électrique. Un chauffage électrique a une efficacité de 1, de 100%. C'est-à-dire que vous apportez 1 kWh d'énergie électrique, vous récupérez 1 kWh de chaleur. Alors, ça pose une question, c'est pourquoi toutes les installations récentes construites par les constructeurs de BTP sont avec des chauffages électriques. Alors, malheureusement, c'est pour des raisons qui sont plus politiques que scientifiques. Mais je m'arrêterai là parce que ça ne nous concerne pas. Nous avons terminé ce chapitre. C'est un chapitre assez court, qui est un chapitre qui résume l'ensemble de choses qu'on a déjà vues. Je vous propose maintenant un point culture, qui est un point dont j'ai déjà parlé, qui est que vous devez avoir quand même quelques connaissances sur les moteurs à explosion. Alors je suis sûr que pour les élèves SI, vous aurez des informations bien plus intéressantes dans le cours de sciences industrielles, ce sera bien mieux dit, mais pour les élèves de PC, je peux quand même dire quelques petites idées. Alors je vous rappelle que lorsque l'on a un moteur, eh bien un moteur généralement fonctionne sur des systèmes de cylindres avec, alors je fais un zoom, un système donc de cylindre dans lequel est enfermé un gaz avec un piston. Ce piston est mobile et il va mettre en mouvement ce qu'on appelle un système de bielle Villebrequin qui vont permettre la rotation de l'arbre moteur. Vous avez ce système-là qui présente aussi deux soupapes qu'on appelle les soupapes d'admission et d'échappement qui seront tantôt ouvertes, tantôt fermées suivant que la phase de ce cylindre. La commande de ces soupapes est généralement faite soit de manière électronique, comme ici, soit par des systèmes d'arbre à cames qui sont un peu plus compliqués, hein, c'est des anciens systèmes. Et là, vous voyez, les 4 cylindres qui représentent ce qu'on appelle les 4 temps du moteur. Alors, je vous l'avais déjà montré. Alors, c'est n'importe quoi. On va essayer de revoir. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Tac. Voilà, pardonnez-moi. Et donc, vous avez ici les 4 temps d'un moteur.
Alors vous avez ici la première phase qu'on appelle la phase d'admission. La soupape d'admission est ouverte, la soupape d'échappement est fermée. Vous allez avoir une aspiration à la fois de l'air et du carburant qui va être injecté, donc par ce qu'on appelle l'injecteur. Et dans la phase d'admission, le piston est entraîné par le système Biel-Villebrequin. Ce n'est pas le piston qui pousse, c'est le piston qui est tiré. Et il est tiré parce qu'il y a un système d'arbre à cames qui font que tout est solidaire, et le piston qui va être moteur va entraîner les trois autres. Et donc là, admission, vous avez le piston qui est comme cela. Ensuite, une phase de compression, qui est une phase encore une fois réceptrice, où le piston est entraîné par le système Biel-Villebrequin. C'est la Biel-Villebrequin qui pousse le piston. Et cette fois-ci, les deux soupapes sont fermées. Donc on va comprimer les gaz. Alors je vais accélérer. Phase de détente, ça va trop vite. Les deux soupapes sont toujours fermées. Alors c'est une phase qu'on appelle souvent aussi explosion détente. Donc il y a eu une explosion. Alors j'ai oublié de la représenter. Il y a une petite explosion. Et cette fois-ci, l'explosion des gaz pousse le piston. C'est le seul temps moteur de ce piston. C'est lui qui pousse maintenant la Biel-Villebrequin et qui pousse donc aussi les trois autres cylindres. Dernière phase, échappement. Cette fois-ci, le piston pousse les gaz. Alors en réalité, c'est la Biel-Villebrequin qui pousse le piston, qui pousse les gaz qui sortent par ce qu'on appelle la soupape d'échappement. Et cette fois-ci, ça recommence. Je vous indique en fait ici les 4 temps moteurs. Alors, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, hein, donc savoir simplement qu'il y a une phase d'admission, une phase de compression, une phase d'explosion détente et une phase d'échappement. Savoir que seule la phase d'explosion détente est une phase motrice. Et puis je vous demande simplement de connaître, parce que c'est une question qui vient souvent aux oraux, la question de ce qu'on appelle la cylindrée d'un piston et le taux de compression. C'est-à-dire la cylindrée, c'est l'écart qui existe entre le volume maximal du cylindre et le volume minimal, donc entre les deux positions qu'on appelle la position, les points morts, hein, donc point mort haut et point mort bas. Donc quand on est au point mort haut, le volume est minimal, quand on est au point mort bas, le volume est maximal. Et donc la différence entre les deux, c'est finalement le volume que va occuper le mélange, et c'est ce qu'on appelle la cylindrée, et elle vaut généralement 350 cm3 dans une voiture de monsieur et madame tout le monde. Alors bien sûr, si vous avez par exemple un moteur de scooter ou un moteur de moto, c'est beaucoup plus petit, hein. Ça va du 50 à 125 cm3, 250 cm3 et 500 cm3 pour les très grosses mobilettes, n'importe quoi, les motos GP. Ensuite, comme vous avez 4 cylindres en ligne, eh bien vous voyez que ça vous fait 1400 cm3. Alors rappelez-vous, 1400 cm3, c'est 1,4 litres. C'est typiquement ce qui est inscrit dans une carte grise de voiture, hein, dans une carte d'immatriculation d'une voiture, la cylindrée totale, hein, finalement, qui est la consommation finalement, hein, du moteur, en partie. Et puis le taux de compression, qui est défini comme étant le rapport entre le volume maximal et le volume minimal. Voilà, nous avons terminé. Je vous souhaite une bonne journée.